Alors moi j'ai tout compris. Ah oui, tout. Enfin j'ai tout écrit, mais j'ai peut-être pas toujours tout compris, hein. Oui. Tu me diras, Jean-Paul? Oui. Voilà. Alors, au début, Audrey, je suis pas content, hein. Ah non! On me dit c'est pour les enfants qu'on vient ici pour les reparler. Et tu commences place de l'enfant, proposer une rencontre au lien horizontal. C'est n'importe quoi ça. Après, Jean-Paul il parle des pornographies. Bon, après j'ai compris mieux. Alors je dis bon, l'horizontalité. Hein. Comment c'est qu'il lui est accueilli par l'inclusion de l'enfant dans la médiation des parents? Ben oui, si on veut inclure, eh ben, il faut qu'il soit là. Eh ben non, c'est bête, non? Eh ben, si moi, je sais pas, on se dispute, toi et moi. Oui. C'est tout. Ah, oh là là, mais alors. Il y avait une peu la médiation, là, c'est tout, et voilà. Toi, là, toi, tu pro, toi, hein. Si toi, tu prof, pro, psy, tout, tac, pro. Toi, un peu, mais toi, peut-être pas du tout. Non, pardon, tu dormais. Moi, je suis un peu au milieu, j'ai fait les liens. Je suis un peu médiane. Oui? Ou je ne fais pas médiane, hein. Bon, je suis médiane. Je suis médiane entre toi, les peuples, tout ça. Par exemple, tu dis après, tout ce qui se joue. Ben oui, se joue. C'est pour ça que c'est bien qu'il soit là, l'enfant. Puisque lui, ça se joue des choses, les papas, la maman, et puis ça fait 1 plus 1 plus 3, enfin plus 1, ça fait 3 ou 1. Oui? Donc c'est bien qu'il soit là. Sinon, ça fait pas, c'est pas pareil. Moi, je crois que c'est bien. Voilà. Elle est partie. Oui. Dis donc! Tu sais qu'est-ce que je raconte ou quoi? Elle est où là? Bon, c'est filmé, hein. Tu regardes bien. Hein. Alors, après, elle finit tout à l'heure comme ça qu'il dit formation indispensable. Ah oui? C'est vrai qu'elle a dit ça. Ah oui, les boulangers, ils font une formation. Je crois que c'est indispensable, oui. Logique. Bon. Après, elle s'en va, et là, on tombe dans les 4e dimension. On tombe avec Ah non, déjà, on commence par... On ne voit que ce qu'on voit. Alors, formation indispensable. Et après, on voit que ce qu'on voit. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, qu'est-ce qu'il... Ah oui, après, c'est X-Files. Après, il y a des mutants, il y a des ondes radio comme ça, en diagonale. Moi, qui me fait peur. Et encore, tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu m'as pas fait peur. Tu m'as un peu charmé parce que j'ai vu que tu avais les cow-boys. Alors, je te donne à toi. Ouais. Oui. Ça jette. Hein. Comme ça fait plus sérieux. Ça fait encore. Ah oui, on voit les choses différemment. Ah oui, là, c'est mutant partout. Ah, tu me regardes pas trop près, tu vois. Tu peux. Je vois plus rien. Ah oui, ça fait. Ah, c'est pas fait. Ah non, après, c'est 1. C'est 1. Enfin, après, au début. Avant, c'est 1. 1, c'est attaque identitaire, oui. Mais c'est pour ça qu'elle est partie. Elle est où, Jean-Claude? Ça, c'est moi, ça. Oui? C'est mon identité.
Et j'allais pas, alors. Tu vas voir, moi. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon panneau. Ouais. Jean-Claude. J'aime bien ça. T'as vu, toi aussi, tu disais, plus tard, tu disais la reconnaissance. T'as vu ça? Jean-Claude. Ah oui, tu les aimes bien aussi. Ah oui. Après, tu dis, les groupes d'appartenance. J'ai rien compris. Le rapport au savoir, j'ai rien compris. Ah si, c'est les métronomes et tout ça. À titre de la transmission, de la coproduction. Enfin, il avait très bien expliqué, hein. Oui, j'ai tout compris. Après, reconnaissance, visibilité, on a vu, ça s'est fait. C'était très bien, c'était bien visible. École championne pour nous noyer et casser la confiance en soi. Mais c'est faux! C'est dans une école qui fait ça! C'est un professeur, alors c'est filmé! Tu me fais répéter que c'est moi aussi j'ai fait. Ah si, on dit ça, moi, c'est lui qui l'a dit. Hein. Ça c'est ton chapeau à lui, hein. C'est pas le mien. Moi j'aime beaucoup l'école. J'ai arrêté dès que j'ai pu. Ben, au début j'étais tout petit, dans le Jura, c'était bien commencé. Je vois rien, c'est mutant. Mais c'était bien qu'on était 9 dans l'école. Et mon grand frère était au CM2, mais c'était les grandes sections. Et après, c'est changé d'école, j'ai plus jamais aimé. Mais je suis franc d'accord avec toi. Ah oui, c'est affreux, hein. Peut-être on pourrait faire une minute de silence. De silence, c'est dit. Ça vous fait rigoler. Non. Après, collectif qui produit des individus, individus qui produit des groupes, Moi sur Facebook, j'ai les copains. Ah oui. Quand ils viennent voir un pestac, ils disent ils sont mes amis. Ben, c'est un lien comme un autre. Moi, j'ai vécu des choses avec parce qu'ils ont ri, ils ont pleuré, des fois, ils n'ont pas aimé du tout. Voilà, moi, c'est un lien, alors oui, c'est un lien. L'école devrait nous apprendre à penser. Mais il est malade, il remet une couche. Acquérir à travers la pratique les aptitudes délibératives. Bon, elle était écrite, vous l'aurez dans le mail. J'ai bien aimé, c'était très profond. Ah oui, c'est derrière. 6 rapports aux objets. Est-ce que vous aviez déjà vu les vêtements et dit les vêtements? Moi, j'ai eu envie de dire les habits. Tu as vu? Que c'est dans la tête, moi? Les habits, habitation, habiter. Ah ouais, tu rigoles, Mathieu. C'est vrai ou pas, docteur? Oui, c'est vrai. Oui. C'est les premières carapaces qu'on a sur nous, hein. Bon, des fois, le maquillage, tout ça, mais bon. Mais c'est aussi les habits, c'est l'habitat. C'est ce qu'on se fait autour de nous. Supporter la frustration. Tu dis n'importe quoi, hein. Moi, je supporte très bien. Hein. Voilà. Je supporte pas la frustration. Alors, on va faire un test, je le laisse là. Et on va voir. Peut-être si tu veux m'embrasser. Pourquoi? Tu t'en sors bien, toi. Après, tu me dis... ah oui, tu aimes plus ton ordinateur. Alors, tu m'as dit, moi, c'est la place, hein. Eh ben, quand même, hein.
suis pas frustré, je savais que tu allais pas vouloir. Smartphone, alors moi, oui, il est pas lisse. J'ai fait exprès, j'ai mis une coque toute... ça, c'est... Tu veux toucher? J'aime bien les caresser. C'est dégueulasse. Moi, du coup, je l'aime pas trop. J'aime pas le caresser. Le caresser, oui, mais pas lui. Pas lui. Je me suis dit, même pour les ados, on pourrait faire comme les écouteurs, mettre des trucs dessus qui grattent. Comme ça, on mettrait ah, t'as gratté. Ce serait pas. La pénétration serait moins sympa. Du coup, peut-être, je les aurais moins. Ben, c'est des idées, c'est tout. Hein. Peut-être. Ah oui, le front lisse est respiré par le vent. Je sais pas trop. Mais, prendre ton temps pour réfléchir, moi je fais souvent ça. Hein. Et moi, je ne sais pas si c'est une flûte, une baguette, une ficelle. Alors je réfléchis, je vois ce qui me fait le plus envie. Et puis, des fois, j'ai même pas les sous. Je repars frustré. C'est Tisserand, c'est le copain. Hein. Je un doigt. Tu veux qu'on joue tous les deux avec un doigt? Hein? Tu veux qu'on joue un doigt? Viens, on va jouer. Viens. Alors, tu vas mettre... vas-y, fais un doigt. Tu me déconcentres. Regarde le public. Ça tourne encore. Là aussi, c'est tout doux, c'est sensuel. Voilà. Bravo! Les livres, moi je lis. Ah oui, parce que moi j'ai un statut un peu bizarre. En fait, j'ai aussi un ado. Je suis papa. Et il va avoir 3 ans dans 2 semaines. Pourquoi tu les rigoles? C'est connu hein, que les 3 ans, les crises des 3 ans, c'est la crise de l'affirmation de soi, que c'est ah non, hein? Non, tout seul, pipi tout seul, habillé tout seul. Mais en fait, moyen. Et des fois, moi, j'étais content au début qu'il n'y ait plus les couches dans la journée. Mais maintenant, par exemple, en voiture, c'est pas bien. Ah oui. Des fois, je me dis peut-être c'est moi qui ne veux pas que lui enlever tout le temps. Comme ça, dans la voiture, on va à Marseille, c'est cool. On dit là, il faut s'arrêter, tout ça. Voilà. Moi, les petits, hein, la castration, comme tu dis, moi, c'est pas moi le chef à la maison. Hein. Ah oui. Tu peux couper les... C'est plus ma femme. Hein. Ah oui. Moi, c'est moi la castration. Tu sais même pas ce que c'est la castration. Quoi. Tu ferais moins la rigolade. Et puis 462 avant Jésus-Christ. C'est comme Jean-Claude. Moi, tu dis, moi ça je sais bien dire, moi. Là par exemple, moi je vous trouve particulièrement bien aujourd'hui. À l'accueil, j'ai dit à Laurence, ils ont tous des gueules. Je ne pas rigoler. Hein. Ben, maintenant, j'ai envie de dire, je t'aime. Les rituels de plus sociabilisation, de tout ça, c'était juste avant la pause, je commençais à lâcher. Mais par contre, est-ce que tu être égaux dans la différence?
Ah oui. Par contre, moi c'est vrai, j'aime bien tout ce que tu racontes. Alors, je suis particulièrement content aujourd'hui parce que je me dis, j'ai peut-être trouvé une super cool pour vous. Ouais, c'est... C'est pas gratuit là du tout. Hein. Ou tu peux devenir ma femme. Parce que là c'est gratuit. Comme ça on fait plus la castration. Ah d'accord. Merci. Alors, comment changer de programme après ça? C'est vrai. Hein. Alors c'est le problème du cadre. Ah, c'est dommage que je n'ai pas parlé du cadre avant, qu'il en aurait fait quelque chose. Je reviens. Là, on dit sur le cadre, il n'y a plus de cadre. Et en fait, bien sûr que non, qu'il n'y a plus ce cadre-là. Hein, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le cadre, nous on l'imagine uniquement au niveau de l'éducatif. Mais en réalité, le cadre, c'est ce qui gère la totalité des interactions entre les individus, les groupes d'individus dans une société. Ce qui se joue entre nous et nos enfants, après, va se jouer entre adultes, et au sein des entreprises et au sein des institutions. Ah ben voilà la hiérarchie, tiens, je ne me rappelle plus où je l'avais mise. Ça, c'est un de nos gros problèmes, ça, à l'heure actuelle. C'est que la hiérarchie, pour nous, c'est une machine verticale, évidemment. Hein. Et cette machine verticale, son job, c'est de garantir le principe d'inégalité par la différence. Alors, on est des sociétés qui sont construites dans leur complexification sur le mode de groupe inégaux. Ça a fonctionné, j'ai rien de spécial à dire là-dessus. Et donc, la hiérarchie était cette machine qui fait fonctionner ce principe d'inégalité par la différence. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, toute différence pouvait devenir un marqueur hiérarchique. L'âge, le sexe, l'extraction sociale, etc., l'ethnie. Et aujourd'hui, la machine hiérarchique s'est horizontalisée. Pour eux, pas pour nous évidemment. Hein. Mais c'est pas un scoop, l'horizontalisation de hiérarchique, hein, puisque il se trouve que ce qu'on appelle les managers postmodernes, ça fait quand même 10 ans qu'ils en parlent de la hiérarchie horizontale dans l'entreprise. Et en France, il existe quand même quelques centaines de milliers de PME qui fonctionnent déjà comme ça, avec la hiérarchique horizontale. Les journalistes qui n'ont pas compris grand-chose, quand ils en parlent dans le Poste, ils disent ils ont des entreprises qui ont supprimé la hiérarchie. Effectivement, ça veut dire qu'ils ne comprennent qu'une forme de hiérarchie. Et alors la hiérarchie horizontale, elle pose le principe d'égalité, quelle que soit la différence. Et donc, les différences ne sont plus des marqueurs hiérarchiques. Ça, c'est nouveau et c'est important. Hein, c'est-à-dire, du point de vue sociétal, c'est pas rien, hein, ce truc-là. Alors, ce qu'on appelle le respect. Le problème, c'est que ce qu'on appelle le respect, en fait, c'est le rituel qui fait marcher une forme de hiérarchie. Hein, toutes les valeurs, elles ont des rituels qui les font vivre. Parce qu'une valeur, quand elle n'a pas de rituel qui le fait vivre, c'est une valeur qui n'existe pas en réalité. Donc la machine à manifester une valeur, en ce qui concerne la hiérarchie, c'est ce qu'on appelle le respect. Et le respect hier, c'était donc une danse de signaux de soumission face à des signaux de domination. Hein, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique à son insu, parce que là on est devant une machine aveugle qui fonctionne, c'est une machine intégrée si je puis dire, hein, une danse sociétale corporéisée. C'est-à-dire toute la journée, selon les gens qu'on rencontre, nous on est capable, évidemment sans s'en apercevoir, de montrer de temps en temps des signaux de domination, de temps en temps des signaux de soumission, selon les gens qu'on rencontre.
ça ne pose aucun problème. Voilà un signal de domination que je suis en train de faire là, et voilà un signal de soumission que je suis en train de faire. C'est-à-dire que sur une vidéo, on le voit sans aucun problème. Mais c'est juste c'est 3 cm. Domination, je bloque mes genoux, j'allonge un peu mon cou, mes épaules légèrement en arrière. Soumission, j'arrondis à peine mes épaules, je débloque mes genoux, et je regarde un peu comme ça. La question de regard, c'était quelque chose d'assez rigolo, parce que la première fois que des professionnels de crèche m'ont demandé d'intervenir dans leur crèche, parce qu'elles n'arrivaient plus à faire face aux gamins de 2 ans et demi, ils ne comprenaient plus rien. Donc elles m'ont bien aidé, parce que dans leur désespoir, elles ont bien posé les choses. Je leur dis, faites-moi comprendre, mesdames, ce qui vous arrive. Et elles me disent, regardez comme ils nous regardent. Et effectivement, les bons de 2 ans et demi, maintenant, ils nous regardent comme ça. À égalité. C'est un signal, je suis ton égal. Puis il dit, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, ils nous regardent comme ça. Et alors, mais avant, ils ne regardaient pas comme ça. Je dis quoi? Ils baissaient les yeux. Elles ajoutent, en plus, dès qu'ils savent parler, ils négocient, et ils n'écoutent plus les consignes. Elles avaient parfaitement résumé dans leur désespoir 3 caractéristiques mutantes, les signaux d'égalité, la négociation, entre égaux, on ne peut que négocier. C'est-à-dire quand vous êtes avec un de vos égaux, si vous avez besoin de son aide pour, je sais pas, déménager un dimanche matin, vous n'allez pas lui dire dimanche matin à 8h devant chez moi. Vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez lui parler à égalité. Et notre problème, c'est qu'on ne supporte pas qu'un adolescent nous parle à égalité. Parce que nous, on est câblé 3 mélodies sociétales. La mélodie supérieure, la mélodie égalitaire, la mélodie inférieure. Et on attend des adolescents qu'ils utilisent la mélodie inférieure face à notre mélodie supérieure. Et ça, c'est un câblage qui n'a pas besoin d'être conscient. C'est-à-dire, s'il nous parle à égalité, ce qu'il fait, c'est « ne me parle pas comme si j'étais ton copain ». C'est tout de suite le front de défense. Et c'est la mélodie, c'est pas le contenu du discours, parce que ça, on l'a étudié. Au début, on croyait que, mais pas du tout. C'est juste la mélodie. Et la mélodie, par exemple, si vous pensez que j'exagère en matière de verticalité par rapport à nos propres enfants, quand vous avez dit va te laver les dents, viens prendre ta douche, mélodie supérieure, qu'est-ce qui se passe si le gamin n'a pas bougé dans la minute? Vous rigolez moins, là. S'il n'a pas bougé dans la minute, tu ne m'as pas entendu. Il faut qu'il ait bougé dans la minute. Vous voyez le degré de verticalité dans lequel on est. Et en plus, non seulement s'il ne bouge pas, mais s'il ouvre la bouche, vous savez ce qu'il va dire. Donc tais-toi. Parce qu'il va dire, je vais peut-être pas tarder à y aller, mais un petit moment, etc. quoi. Donc on a beaucoup de travail à faire par rapport à cette verticalité qui nous habite complètement, bien sûr. Et le problème, c'est qu'eux, ils n'ont plus le module soumission par rapport à la domination, ils n'ont plus qu'un module, c'est le module égalitaire. Donc ils nous balancent des signaux d'égalité. Et je dois dire que les enseignants, les éduques et les parents qui acceptent de jouer avec cette mélodie égalitaire, de l'accepter et de l'utiliser, les adolescents se sentent respectés. À ma consultation, j'ai forcément des profs, ils ne vont pas bien, qui me disent les élèves ne nous respectent plus. Et puis j'ai des gamins qui viennent me voir et qui me disent les profs ne nous respectent pas. Donc on se trouve clairement devant ce problème-là, à savoir que ce sont 2 formes de respect, de danse sociétale parfaitement incompatibles, qui ne peuvent conduire qu'à de l'escalade. Ça conduit très régulièrement à de l'escalade. Quand on étudie les processus d'expulsion des élèves au collège, c'est ce qu'on a fait bien sûr, 9 fois sur 10, on va se retrouver devant un processus d'escalade initié par le prof, à son insu, évidemment. Donc en famille, pensons à ce principe de respect égalitaire. Ah, on ne voit que ce qu'on voit. et ça, c'est assez curieux.
chaque mutation impose une forme particulière de regard. Et ce qu'on va regarder est la manière dont on va le regarder. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais qui est vérifiable à chaque fois. Donc là, on va se retrouver devant notre regard à nous, le regard d'hier. C'était le regard, comme je le disais tout à l'heure, c'est le regard de l'ingénieur mécanicien sur la mécanique, sur une mécanique. Donc c'est forcément un regard extérieur et neutre. Si j'observe une mécanique pour voir si elle marche ou si elle ne marche pas, je ne suis pas dans la mécanique, je n'ai pas besoin de m'imaginer dans un rapport particulier à la mécanique autre que extérieur et neutre, et objectif en plus. Donc ce principe d'extériorité à ce que nous observons, ça fait de nous, dans le rapport humain, je veux dire, hein, parce qu'avec une machine, ça pose aucun problème, mais dans le rapport humain, ça fait de nous des gens parfaitement irresponsables, hein, parce qu'on attend toujours de l'autre qu'il change. Hein, c'est le regard mécaniciste, hein, ce qu'on appelle le regard mécaniciste. Alors, bon, ça je l'ai dit, donc, hein, et il se trouve que le nouveau corpus scientifique, hein, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, chaque grande mutation impose une nouvelle science reine, ou un nouveau corpus scientifique. Et là, c'était la physique mécanique au XVIIIe siècle qui a transformé notre monde, hein, vous n'oubliez pas, c'était très puissant. Hein, l'association, on peut dire l'association Newton-Descartes, c'est ce qui a transformé notre univers en 3 siècles. Hein. Et là, effectivement, la nouvelle science reine, vous voyez, en France, c'est 2002, c'est le CNRS. Ouais. Le discours inaugural CNRS 2002, science de la complexité. Et là, on est effectivement devant... il y en a 20 pages, hein, mais... Donc s'attacher à la complexité, nouveau concept, hein, c'est reconnaître que la modélisation, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on crée des modèles du monde. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la prétention de décrire les objets tels qu'ils sont en réalité. Ils disent personne ne sait décrire les objets tels qu'ils sont en réalité. On ne peut construire que des modèles des objets, en espérant que nos modèles sont suffisamment proches de la réalité des objets, mais on ne saura jamais vraiment. Un point de vue pris sur le réel, donc on ne décrit pas le réel. Hein. On crée des modèles du réel qui sont des points de vue. À partir d'un travail de mise en ordre partielle et continuellement remaniable, on sort de la théorie, on est dans le processus. Hein, c'est-à-dire on est dans un processus. Vous voyez, ça c'est les nouveaux repères de la science contemporaine. Et qui nous sont très utiles dans le job. Et le chercheur, là, il ne se voit plus comme un élément extérieur à ce qu'il observe, il se voit comme un élément composant de son observation. Et ça change tout. Alors bon, je vous fais grâce de ça. Regarde aujourd'hui, donc le regard d'hier, ben, j'observe de l'extérieur en toute neutralité, en toute objectivité, hein, et en toute rationalité, bien sûr, hein, et avec la certitude que je peux décrire, si je suis suffisamment neutre, objectif et rationnel, je peux décrire le monde tel qu'il est, et donc les gens tels qu'ils sont. Et là, si je constate en face de moi, et vous passez votre temps à voir des gens dysfonctionnants en face de vous, hein, si vous adoptez ce type de regard, vous allez dire, ça dysfonctionne en face, il faut qu'il change. Et là, il faut qu'il change, ça va orienter vos modes d'intervention, évidemment. Vous allez entrer dans le registre du conseil, dans le registre de la moralisation, etc., etc. Et ce n'est pas très efficace, il faut bien dire ce qui est. Ou alors vous essayez de jouer avec le regard tel qu'il s'impose aujourd'hui à travers les sciences contemporaines, hein, la certitude de ne pouvoir observer que mes interactions. Quand j'observe quelqu'un, ce que j'observe, c'est mes interactions avec cette personne et les résultats de mes interactions avec cette personne. Alors ça, du point de vue de notre travail, ça nous donne un outil de compréhension-action qui est d'une puissance extraordinaire. Hein. Parce que si je me dis, tiens, le monsieur il est en train de déjanter là tout d'un coup, j'aurais la question à poser, c'est qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce que je viens de faire, hein. Et comme on est en circularité, ça peut être aussi qu'est-ce que le gamin vient de dire à son père ou qu'est-ce que madame vient de dire à son mari, hein. Et là, ça nous permet de circulariser, c'est-à-dire de nous intégrer dans un processus circulaire, hein, parce que si madame a dit ça à monsieur, ça veut dire que d'une certaine façon, j'ai laissé la possibilité que ça se dise comme ça, donc je suis inclus dans le truc.
etc., etc. Donc ce problème, c'est que pour nous, j'entendais parler d'objectivation tout à l'heure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sciences de la complexité nous disent qu'il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'objectivité. C'était un leurre lié aux sciences précédentes. Il n'y a que de la responsabilité. Et une intersubjectivité plus ou moins bien outillée. Donc, effectivement, formation nécessaire. Donc, comment pouvons-nous nous entraîner à penser « je ne peux observer que mes interactions et les effets de mes interactions ». Et ça, vraiment dans le travail, ça veut dire ce qui va avec ça, c'est quoi? C'est que je suis maître de mes interactions. Autant je ne peux pas être maître des interactions des gens en face de moi, autant mes propres interactions, je peux les modifier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut agir que sur soi. On ne peut agir que sur soi. Et effectivement, si j'agis sur moi, quand on est couplé, être couplé, c'est être obligé de se supporter mutuellement pendant un certain temps. Non, mais, je ne pense pas à vos couples. Là. Et quand on est couplé, si l'un des deux protagonistes modifie sa danse, l'autre est obligé de modifier la sienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va la modifier comme je veux qu'il la modifie, parce qu'on n'est pas des petites machines triviales, mais il est obligé de modifier sa danse. Donc ça nous permet d'apprendre l'un de l'autre, comme ça, à partir, tiens, j'ai arrêté de la jouer verticale, tiens, avec mon adolescence, ça se passe vachement mieux. Et puis si je la joue vraiment, non pas horizontale, mais laxiste, parce que je crois que l'horizontalité c'est du laxisme, ce qui n'est pas du tout le cas, mais on confond beaucoup. Donc là, ça se passe de moins en moins bien. Alors je vais redevenir vertical, puis je vais danser comme ça jusqu'à ce qu'on apprenne à s'ajuster mutuellement, quoi. Donc ça, voilà le paradoxe de la solitude, c'est-à-dire quand on est détenteur d'une autorité de notre paternelle, quand on était, parce que ça n'est plus. Le détenteur d'autorité de notre paternelle était inévitablement seul. Il ne pouvait pas se faire aider. Parce que s'il se fait aider, il se disqualifie. Et c'est un vrai problème, c'était un vrai problème pour les éducateurs et les enseignants, puisqu'ils ne pouvaient pas se faire aider. Je suis aux prises avec un adolescent, personne ne peut m'aider parce que si on m'aide, ça veut dire que je suis mauvais, donc je me disqualifie. Alors qu'aujourd'hui, on est effectivement seul, on n'est plus seul du tout, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle la confiance a priori et dans la coopération. Parce que nécessairement seul, il est forcément en compétition avec les autres. Donc je dois me débrouiller seul. Et on est dans la défiance a priori. Là, l'ancien cadre et le nouveau cadre. Ce qui faisait autorité hier et ce qui fait autorité aujourd'hui. Ce qui fait autorité aujourd'hui, c'est notre compétence à accueillir, rassurer, protéger, contenir. Et c'est à partir de ça que nos enfants et nos adolescents peuvent déployer leurs compétences de mutants. Ça, c'était nous. Ça a fonctionné. C'était parfaitement cohérent avec notre monde. C'est une machine verticale. C'est devenu un piège aujourd'hui, par rapport aux mutants, je veux dire. Pourquoi c'est devenu un piège? Parce que si je me poste en posture paternelle verticale, je pose un interdit à un enfant. Cet enfant étant mutant, l'interdit, ça ne veut rien dire pour lui. Donc il ne va pas se soumettre à cet interdit. Donc je suis obligé de le confronter. Si je m'arrête là, je me disqualifie. Donc je le confronte. Une bonne confrontation, il faut qu'il soit un peu humiliant, sinon ça ne marche pas. Donc je l'humilie un petit coup. Il se trouve que humilier un mutant, ce n'est pas une bonne idée. Donc ça va pas marcher. Donc je ne peux pas m'arrêter là, parce que je me disqualifie. Je suis obligé de passer à la punition. Et il est évident que la punition, n'ayant plus aucune valeur éducative, le mutant va la considérer comme une injustice et une prise de pouvoir indue. Donc elle ne va pas marcher. Donc je vais chercher une punition supplémentaire. Et là on va arriver à la violence.
que nous aurons largement généré par notre nécessité de ne pas arrêter. Hein, parce que ça s'enchaîne, et ça s'enchaînait inévitablement, mais comme on partageait tous le même modèle, on allait rarement au bout, évidemment, puisqu'on souscrivait tous aux mêmes valeurs. À l'heure actuelle, le problème, c'est que nous, on est toujours un peu là-dedans, et que nos enfants, eux, attendent ça. Et même quand ils sont adolescents, hein. Ils attendent qu'on les accueille. Alors accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais être pris comme je suis. Inclure, ça veut dire, le terme d'inclusion qui est utilisé de mille manières aujourd'hui, j'ai entendu que vous l'utilisiez, dire on inclut l'enfant dans le travail. Pourquoi pas, mais le terme inclusion, initialement, signifie imposer une identité générique. Hein, c'est-à-dire le processus d'inclusion, c'est quand on entrait à l'école, on devenait un élève. Tous des élèves. Identité générique. Quand vous entrez à l'hôpital, vous devenez un patient. Identité générique. Hein, c'était un processus égalisateur, si j'ose dire, lié à la mutation du XVIIIe siècle. Hein. Et ça ne nous chagrinait pas. Vous dire que jusqu'à une époque récente, se faire qualifier de patient, c'était la garantie, quelle que soit notre extraction sociale, d'être traité de la même façon à l'hôpital. Mais nos petits mutants, ils veulent être accueillis, c'est-à-dire, il est hors de question qu'on me prenne pour un élève. Je suis, moi, Jean-Claude. Hein, je ne suis pas un élève. Et le problème, c'est que je connais un seul endroit où le message attendu par nos mutants est diffusé au quotidien. Vous le connaissez tous. Vous ne savez pas ce que c'est? Il n'y a qu'un endroit où ils entendent ce message attendu. Dans les supermarchés. Venez comme vous êtes. Ben oui, il serait temps que... Il serait temps qu'on ne les laisse pas dans les Solman de McDo, quoi. Donc on est là dans ce qui faisait autorité hier et qui a fonctionné, hein, et ce qui fait autorité aujourd'hui et qui commence à fonctionner aussi. Le problème pour nous, c'est ça, c'est que dans notre monde à nous, c'était à l'enfant d'apprendre. Mais c'est normal. Quand ils seront tous mutants, ça va se rejouer probablement, pas tout à fait comme nous, forcément, puisque les valeurs sont différentes. Hein. Mais à l'heure actuelle, c'est à nous d'apprendre. Nous, apprendre à lui donner confiance en nous. C'est pas à lui d'apprendre à obéir. Hein, c'est apprendre à reconnaître ses signaux de peur, puisqu'ils ont besoin de se sentir rassurés, protégés, contenus. Apprendre à les rassurer, apprendre à émettre des signaux protecteurs, lisser le front, respirer avec le ventre en disant non, par exemple. Hein. Et apprendre à les contenir quand la peur les déborde. Hein, ce qu'on appelle contenir, c'est pas la contention. Hein. C'est pas je te plaque au sol. Hein. Contenir, c'est compétence à se substituer à une relative incompétence de l'enfant à réguler ses propres émotions. Ah ben voilà. Donc à vous de jouer maintenant. Hein. Alors ça c'est de la pub, hein, bien sûr. Ça c'est un nombre, c'est quelques articles qu'on a écrits sur la question. Ça c'est la pub. Et puis ça, c'est nous. C'est bon celui-là, hein. J'adore. Bon ben voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Hein. Vous avez des questions?
Des questions, des remarques, des objections, des exemples. Alors, votre silence me permet de dire une chose importante, c'est que je parlais de Francisco Varela tout à l'heure, qui est un neuroscientifique très important pour nous. Il a entre autres mis en évidence que nous sommes déterminés par la structure. Ça veut dire quoi, déterminés par la structure? Ça veut dire que, de manière archi simple pour ce qui nous concerne, le fait que vous soyez dans un amphi, la structure vous redéfinit votre identité en termes d'élève. Et un bon élève est un élève immobile et silencieux. Donc vous allez devoir casser la vitre. Hein, vous allez devoir lutter contre cette structure qui vous immobilise et qui immobilise aussi partiellement votre intelligence. Hein, c'est bête, hein, mais c'est pour ça que ça a été fait, ces trucs-là. Hein, si l'école s'est toujours organisée comme ça, c'est précisément pour empêcher les enfants de penser. Alors je vais m'affranchir de ça et puis je vais vous poser la première question si vous voulez bien. Parce que mon origine professionnelle, je suis puéricultrice, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette question des liens parents-enfants. Et j'étais avec l'idée, jusqu'à ce que je vous entende ce matin, que l'adolescent, en fait, dans sa construction identitaire, il était aussi justement lié à des groupes d'appartenance, alors les réseaux sociaux et autres, et machin et bidule. Et puis, vous avez dit ce matin qu'en fait, pas du tout. Et là, du coup, je suis un peu perdue, donc je veux bien que vous reveniez sur ce point-là, si vous voulez bien, parce que, voilà, vraiment, jusqu'à vous entendre ce matin, pour moi, l'ado, il avait justement besoin, pour s'affranchir de son parent et pour se construire sur le plan de son identité, d'appartenir à un groupe, alors de copains, alors à un ou des, notamment dans les codes vestimentaires, enfin ils sont tous coiffés pareil, tous habillés pareil, là. Et vous avez dit, où j'ai compris l'inverse. Donc si vous voulez bien m'éclairer, je vous remercie. Oui. Alors, on ne voit que ce qu'on voit. Donc ça, c'est important. Et nous, dès qu'on voit un groupe, on ne peut le penser qu'appartenantiel. C'est notre monde, c'est comme ça. Hein, il faut se faire violence pour se dire que leur façon de se grouper ne correspond pas dans leur manière de le vivre à nos façons de nous grouper. C'est-à-dire qu'effectivement, ils font du groupe, ils en ont besoin, ils en font au moins autant que nous, et probablement plus même. Mais ces groupes-là sont des groupes que j'appelle connectiques, dans la mesure où ils ne les vivent comme utiles pour eux que si le groupe en question leur assure une visibilité suffisante. Alors, ce qui fait qu'ils peuvent s'habiller de la même manière que nous, mais pour des raisons un peu différentes. C'est-à-dire, je veux dire, ils peuvent effectivement avoir la même coiffure, les mêmes, on peut les identifier comme ça, hein, mais un mutant peut changer de groupe. Si ce groupe-là lui paraît tout d'un coup admin, il va et donc manquer à être un support de visibilité, il va changer de groupe sans vergogne. Hein, ça veut dire que le concept de loyauté, qui est important dans notre façon de nous grouper, n'a aucun sens dans leur façon de se grouper. C'est une valeur. Alors on peut dire comment la loyauté c'est tellement important, etc. Non, pas spécialement. C'est très moraliste. Hein, ils peuvent être, cette notion, alors la notion de fidélité. Pareil, la notion de fidélité, hein, aujourd'hui, elle change de forme. Alors, on peut être fidèle plusieurs fois. Ben oui, les futurologues qui travaillent sur la mutation, ils nous disent que dans peu de temps, et ça commence déjà, tous les individus se constitueront au moins 4 couples dans leur vie. Alors, vous voyez le bordel, quoi. Il faut faire des génogrammes. Si tu te maries avec moi, je te garde. Ça simplifierait les choses. Ah oui. Parce que, bon, je ne sais pas si vous pratiquez le génogramme comme outil,
Hein, je pense que de temps en temps, ça doit se faire. Ben, quand vous avez un génogramme avec un monsieur qui s'est marié avec une dame qui a fait des enfants, ils se sont séparés, ils sont partis tous les deux avec un autre monsieur, une autre dame, ils ont fait des enfants, ils se sont séparés. C'est-à-dire il faut mettre le paperboard en mode paysage, quoi, hein, parce que vraiment, on n'y arrive plus, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous prend au bout du nez. Vous disiez que les adolescents ont besoin de s'affranchir, effectivement, de leur famille. Le problème, c'est qu'ils sont préaffranchis de leur famille et que, par exemple, l'Oedipe décline. Ils sont beaucoup moins oedipiens que nous l'étions. Hein, à 5 ans, ils peuvent faire leur petite valise. Alors, comme les parents sont divorcés en général. Hein. Donc, c'est le week-end du papa. Et puis, la fifi, qui devrait être amoureuse de papa, forcément. Hein. Elle dit à papa, je vais finir le week-end chez ma copine. Et le papa dit, mais tu m'aimes plus. Et là, on voit effectivement combien la psychanalyse avait orienté de manière assez linéaire l'Oedipe. Les parents étaient aussi oedipiens que l'étaient leurs enfants, hein, c'est une machine circulaire. Et il se trouve que nos bambins sont bien moins oedipiens. Bon, ça peut nous chagriner, bien sûr, évidemment. Bonjour, je suis médiatrice familiale. Je reprends lecture notamment du dernier tableau que vous nous avez proposé, comparant le cadre d'hier et le cadre d'aujourd'hui. Je trouve ça tout à fait pertinent, mais je ne peux pas m'empêcher de le transférer sur ce qu'on vit sur le terrain et dans la pratique. Bien sûr. Et quand je reprends vite fait la dernière liste sur le cadre d'aujourd'hui, accueil, rassurance, protection, contenance, négociation, attachement, moi la question que directement j'ai envie de me poser, c'est c'est ce qu'on propose à l'adolescent qui doit venir. Mais quand les parents eux-mêmes sont pas dans ce profil-là et sont pas eux-mêmes rassurés, protégés, capables d'apporter ça à l'adolescent, et il me semble que dans ce que je vis moi avec les personnes que je reçois, c'est extrêmement fréquent. Il y a aussi beaucoup de jeunes couples avec des adolescents qui sont tellement jeunes que j'ai du mal à pouvoir me dire que je peux appliquer ce schéma-là parce qu'ils ne sont plus dans leur capacité propre à rentrer dans ce schéma. La question pour nous, hein, pensez au nouveau mode de regard. Hein. La question pour nous à ce moment-là, c'est nous, comment pouvons-nous orienter nos pratiques de telle manière que assez rapidement, ces parents, nous les rassurions, qu'ils aient le sentiment de se sentir rassurés, protégés, contenus par nous. Parce que c'est le job à ce moment-là pour nous. Hein, c'est-à-dire nos pratiques ne peuvent plus être des pratiques confrontantes, des pratiques moralisantes, etc. Ben, ça, vous le savez déjà, bien sûr. Mais on n'est pas très très doué dans nos pratiques pour rassurer. Pour penser d'abord à rassurer. D'abord à offrir aux gens qui viennent, qui sont en grande difficulté, qui peuvent être agressifs et violents, etc. etc. Hein. Alors, ça implique ça, des stratégies relationnelles, et je parle bien de stratégies, de toute façon, on ne fonctionne jamais autrement qu'avec des stratégies, qu'elles soient conscientes ou pas. Hein. Ça implique des stratégies de la part du praticien, là, des stratégies qui s'orientent d'abord sur comment je dois contrôler mon cadre de telle manière qu'il soit protecteur, rassurant et contenant. Donc ça peut, alors, tout dépend comment dire, c'est une histoire de compétences, donc de formation, mais c'est aussi une histoire de personnalité, c'est-à-dire qu'on va avoir des manières très différentes selon. Hein. Vous me faites penser, non, je pense, c'est pas vous qui me faites penser. J'ai un vieil ami dont la spécialité est l'être contrainte, il s'appelle Guy Hardy, un Belge. Et Guy, il peut dire des choses, comme ça, parce qu'il fait aussi de la médiation, Guy. Et quand le bonhomme, le couple est là, et le mec dit ouais, cette espèce de connasse, etc. Guy dit, ah, donc vous êtes le connard qui a épousé cette connasse.
Donc c'est quelque chose c'est une manière élégante et efficace de poser le cadre. De poser le cadre. Hein. Et ça fluidifie instantanément le travail. Et ça, bon, vous avez le droit de trouver autre chose, quoi. Il faut être un peu joueur. Et Guy, et moi aussi, je suis très joueur. Donc, le micro. Merci. Bonjour, donc médiatrice familiale également. Donc le mot inclusion, vous avez dit à quoi ça renvoyait. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, comme mot? Accueil. Ah, accueil. Ben oui. D'accord. Oui, accueillir. Le problème de l'accueil, c'est assez intéressant aussi parce que dans notre monde linéaire où le négatif nous intéresse quand même beaucoup plus que le positif. Dans notre forme d'intelligence, il y a une compétence centrale qu'on appelle, en épistémologie, qu'on appelle le criticisme. C'est cette extraordinaire compétence qu'on a à voir ce qui ne marche pas. Et à négliger ce qui marche. Hein, c'est-à-dire que c'est un écueil pour nous. C'est un écueil pour nous dans le travail, hein, parce que si on s'oriente sur la régulation de ce qui ne marche pas, au lieu de s'appuyer sur ce qui marche encore, eh ben, on est peu efficace et on perd énormément de temps. Mais on est façonné comme ça. Hein, je vous donne un exemple terrible sur lequel je travaille en ce moment. C'est la petite phrase « il n'y a rien à dire ». On l'a dit tout le temps. Hein. Mais vous allez dans un bon restaurant, vous mangez bien, vous êtes content, vous êtes régalé. Le chef arrive et vous dit « ça s'est bien passé » et vous lui dites « il n'y a rien à dire ». La violence de ça. Parce que le sous-entendu clair, c'est « ah, s'il y avait des critiques à faire, j'aurais à dire ». Mais comme c'était tout bien, il n'y a rien à dire. Et on est tout le temps dans ce « il n'y a rien à dire » quand ça marche. Et toute notre intelligence est orientée là-dessus. Donc nous avons là-dessus une petite révolution à faire et qui marche avec les sciences de la complexité. Hein. Parce que quand on modélise, hein, quand on prétend décrire la réalité et qu'on est un mécanicien, on va tout de suite à l'amélioration de la panne. Quand on est quelqu'un qui travaille dans le registre de la complexité, on pense qu'on fabrique des modèles. Et pour fabriquer un modèle, on ne peut s'intéresser qu'à ce qui marche. Ce qui ne marche pas n'a aucun intérêt quand on veut modéliser. Quand on veut modéliser, c'est ce qui fonctionne qui nous intéresse. Donc ça, c'est une forme de regard qui est en train de s'installer peu à peu, mais que nous, on a intérêt à adopter chaque fois qu'on le peut, parce que s'appuyer sur ce qui marche encore chez les gens que vous avez en face de vous, c'est 10 000 fois plus efficace que de prétendre corriger ce qui ne marche pas. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Oui, bonjour. Donc d'abord merci parce que là vous m'avez ouvert une perspective que j'adore là, qui est celle de cette pensée qui reste à développer autour de l'éthique pour ces mutants et puis nous qui les voyons pousser, j'ai envie de dire. Donc on peut les accompagner autour de cette pensée-là et je pense qu'en médiation familiale c'est intéressant d'y réfléchir. Et puis à côté de ça, je me demande, parce que forcément, vous apportez, en tout cas vous m'apportez à moi un regard différent, donc ça déstabilise et ça c'est chouette dans un premier temps. Et puis je me demande aussi ce que vous faites du cadre légal, parce que vous parlez d'une dimension égalitaire qui s'est mise en place petit à petit, on le constate bien sûr. Et en même temps, il y a un cadre légal qui, lui, persiste, perdure, qui, à mon avis, structure les choses aussi. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Le cadre légal est quelque chose à quoi nous avons tous à souscrire. Donc nous n'avons en aucune façon à nous substituer au cadre légal, et même à prétendre nous y substituer. Donc on pose les choses. Quand quelqu'un vient me voir sous contrainte, que ce soit sur un mode de médiation ou sur un autre mode, envoyé par le SPIC par exemple. Oui, je ne pensais pas à ce cadre légal-là. Moi, je parlais de l'autorité, du cadre légal d'un adolescent par rapport au cadre légal d'un adulte. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites de la dimension Les lois sont les mêmes. Hein. Les
vois sont en termes de responsabilité, c'est-à-dire que la responsabilité de l'adolescent par rapport à la responsabilité de l'adulte, du point de vue de la loi, n'est pas égale. Donc voilà, comment faire avec ce statut Alors là, on est bien obligé de travailler logique éthique. Oui. Parce que avant la mutation, on la jouait moralisation et injonction à la soumission. Hein, il faut que tu apprennes, effectivement que les adultes ont raison et que tu as à obéir aux adultes. Il faut que tu apprennes à obéir aux adultes et à te frustrer, etc. etc. Aujourd'hui, ce discours-là ne peut plus fonctionner parce qu'il n'est plus cohérent avec les valeurs qu'ils n'ont pas choisi, eux. Hein. Ils ont rien choisi. C'est pas plus que nous, on a choisi les nôtres. Hein. Je tape sur mon micro. Excusez-moi. Donc on a à nous ajuster. En fait, on était très vite dans l'injonction de ne pas penser avec les adolescents. Il faut que tu dois. Et aujourd'hui, on est inévitablement amené à entrer dans une injonction à penser, mais l'injonction à penser, elle s'adresse en même temps à nous. C'est un processus circulaire, hein, c'est-à-dire que se pousser mutuellement à l'intelligence, entrer en conversation. Alors la conversation, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop faire, parce que nous on connaît guère que le débat. Hein, le débat, c'est une machine verticale. Hein, c'est-à-dire si deux personnes se mettent à se parler sur un fond de désaccord, elles vont aller jusqu'au bout pour montrer à l'autre qu'il a tort. La conversation est quelque chose de très différent. La conversation part c'est un échange sur des options qui ne vont pas déboucher sur un bras de fer. Et on va se pousser à l'intelligence. J'ai pas bien compris ce que tu me dis. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? On ne dit pas « explique-moi ». Le terme « expliquer », c'est du vieux monde. Ça a trait avec le pouvoir. Quand on dit « il faut que tu m'expliques », ça veut dire que j'ai le pouvoir et il va falloir que tu... Ou bien « explique-toi », c'est encore pire. Donc là, c'est un terme que j'ai complètement rayé de mon vocabulaire professionnel. Je demande toujours à comprendre. Pouvez-vous me faire comprendre? Et là, c'est quelque chose qui est plus horizontal et qui ouvre une possibilité d'intelligence chez l'autre. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me faire comprendre? Je n'ai pas bien compris ce que vous me dites. Et là, l'autre, effectivement, il a la possibilité de développer son intelligence. Alors que explique-toi, ou il faut que vous m'expliquiez, ça veut dire tu as intérêt à utiliser des termes qui sont dans le cadre de ce que je t'impose. Il n'y a pas de vocabulaire innocent. Les vocabulaires qu'on utilise signalent toujours une épistémologie. Toujours. Tous les vocabulaires appartiennent à une épistémologie. Mais là, je parlais plutôt du cadre de responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que tu proposes dans le cadre dont je suis responsable, d'une certaine manière. Enfin, c'est-à-dire que c'est plus du côté de la responsabilité. Alors là, faudrait que vous me fassiez comprendre plus. En thérapie familiale, par exemple, comment vous faites avec des parents et un adolescent en conflit pour à la fois, donc moi j'entends bien que chacun puisse entendre la nouvelle logique de ces mutants, de cet ado, voilà. Ouais. Et à la fois, j'imagine, amener un principe de réalité qui est quand même celui de la responsabilité légale du parent. Alors, dans ces cas-là, effectivement, ce qui est souvent le cas, quand les familles viennent consulter, c'est toujours sur des conflits. Je dis aux parents, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre enfant est mutant. Alors, dans un premier temps, ça les rassure. Parce qu'ils disent, il est mutant, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Dans un deuxième temps, ça les réinquiète, évidemment. Mais je ne peux plus travailler aujourd'hui avec des familles sans recourir à quelques éléments, mais ils comprennent très vite, les parents. Quand je dis, vous avez remarqué que votre mutant, là, il montre de l'autorité sur lui-même. Il ne répond plus à des injonctions verticales. Quand vous cherchez à le soumettre, ça ne marche pas. Alors les parents disent, bien sûr, oui, j'ai vu. Oui, ils ont vu, évidemment. Et je leur dis, va falloir qu'on s'habitue. Parce qu'effectivement, ça ne marche plus. Mais on est né là-dedans,
Et alors, mais les gamins, je m'adresse donc aux parents, pas à l'enfant. Hein. Mais c'est à bon entendeur, toujours ça. Hein. Donc je m'adresse aux parents, et l'enfant, il opine du bonnet, bien sûr, il dit, ben, il y a enfin quelqu'un qui comprend. Et je dis, bon alors, où est-ce que vous en êtes? Parce que je suppose que vous êtes entré dans le registre de la punition. Vous avez essayé des punitions, mais il faut savoir ce que les gens essayent, si vous voulez avoir une petite idée. Alors, les parents disent, bien sûr qu'on l'a puni. Je peux savoir ce que c'est. On l'a privé de smartphone. Ah oui, c'est la punition, ça. Ils vont tout de suite acheter le plus précieux, quoi, forcément. Et je dis, ah bon, c'est que c'est grave. Et depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Alors à ce moment-là, je fais, oh, comme ça. Et le gamin ou la gamine, et là je pensais à une gamine en particulier, elle se tourne vers son père et lui dit, papa, je t'avais bien dit que c'était pas raisonnable. Celle-là, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans, et en une année, elle était passée de 16,5 de moyenne depuis toujours à 12. Et je dis aux parents, est-ce que vous vous rendez compte, parce que je voyais comme elle était sapée, la gamine, tout ça. Hein. Donc je dis aux parents, est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a dû sacrifier 4 points pour devenir populaire dans sa classe? Ils me disent, c'est quoi populaire? Alors je dis à la gamine, peut-être pourrais-tu faire comprendre aux parents. Et aux gamins, je leur dis, mais je ne comprends pas que vous puissiez faire la différence. Ça veut dire, on ne peut pas être à la fois intello et populaire. Ça, c'est comme ça. C'est encore comme ça. Alors je leur dis, vous êtes vraiment cons. Parce que pourquoi vous ne pourriez pas être à la fois intello et populaire, quoi, hein? Et donc je lui dis ça à la gamine, quoi. Alors je dis vous, jeune fille, parce que quand ils ont cet âge, je dis vous, jeune fille, vous êtes la fille à suivre dans votre classe. Elle me fait non. Je dis aux parents, elle est la fille à suivre dans sa classe. Et donc je jongle avec toutes ces valeurs nouvelles, et dans le conflit que ça implique entre les valeurs nouvelles et nos valeurs à nous, quoi. Mais les parents, la plupart du temps, les parents entendent très rapidement. Et donc je parle de négociation. Je dis, va falloir peut-être que les uns et les autres vous appreniez à négocier de manière utile, hein, plutôt que d'être toujours dans la confrontation. Et ils disent, ah oui, comment on fait? Alors je dis, mais sur quoi vous avez envie de négocier? Et en fait, ce genre de situation se résout assez bien. Alors il y a des familles qui arrivent dans une posture beaucoup plus tragique, évidemment, beaucoup plus dramatique, avec par exemple des pères qui eux-mêmes ont eu un père violent et d'une verticalité très violente. Donc ils n'imaginent pas. Alors là, ils sont très très loin des valeurs mutantes, évidemment. Hein. Et là, on est dans des conflits qui sont extrêmement violents, avec des gamins qui vont très très mal et des parents qui vont très très mal. Hein, je me rappelle d'un père, par exemple, qui au bout de la, je sais pas, 3e séance, pleure. C'est dur de dur, hein, parce qu'il les aime, ses enfants, en plus. Il se met à pleurer et dit, il se parlait à lui-même, là, et si seulement il comprenait qu'il suffit qu'il se soumette. Comme ça. Et bon, on a évolué là-dessus, autour des négociations, autour de s'appuyer sur ce qui est bon, comment se faire plaisir mutuellement, etc. etc. quoi. Oui, merci Monsieur Gaillard. Moi, je me disais que, en vous écoutant, je pensais aux adolescents, mais je pensais aussi beaucoup à la médiation familiale, et je me disais qu'elle avait en son sein certainement des gènes mutants quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de valeurs que vous avez décrites qui conviennent aux ados mutants, aux enfants mutants, qui sont en médiation familiale, et c'est vraiment intéressant. C'est une profession assez jeune, un peu comme les ados d'ailleurs, hein. Et toutes ces questions d'égalité dans la différence, le fait d'être plutôt dans la négociation, d'être dans la négociation, pas plutôt dans la négociation, où on part des compétences des personnes et sans qu'il y ait de hiérarchie, en fin de compte, le médiateur sait jamais ce qui est bon pour elle. Et c'est intéressant de faire ce lien aussi quand même où
peut-être on n'est pas si loin, en fin de compte, de la question des ados et la médiation familiale. Il y a vraiment un terrain proche. Ou quelque Oui, chose. la médiation familiale est née dans le berceau de la systémique. Exactement, voilà. Et la systémique n'a pas attendu la mutation pour fonctionner avec un certain nombre de ces valeurs-là. Bah, Bateson était un mutant avant l'heure, certainement. C'était pas un mutant, Grégory, mais c'était vraiment notre grand-père, quoi. Non, Grand-père mutant. C'est quelqu'un qui m'est très précieux, Grégory Bateson, bien sûr. Et l'égalité dans la différence, moi, c'est vraiment un truc qui parce que c'était la question d'Audrey tout à l'heure, en fait, contre le statut égalitaire des personnes. C'est un problème quand l'inégalité se fait par la différence, mais quand l'égalité se fait dans la différence, c'est moins un problème déjà. Alors, c'est un problème pour nous dans la mesure où l'égalité, on a tendance à l'imaginer dans la mêmeté. C'est-à-dire que accepter l'idée qu'un enfant de 2 ans et demi est notre égal par principe, c'est quelque chose qui nous paraît complètement impossible, parce que, mais alors, dire un enfant de 2 ans et demi qui montre des signaux d'autorité sur lui et d'égalité. Les parents, comme tout ça, c'est du non-verbal. Hein. Rappelez-vous que le non-verbal, c'est 75 à 80% de communication au quotidien pour nous tous. Le verbal, c'est seulement 20 à 25%. Hein. Et dans une famille, tout ce qu'on appelle l'éducation, c'est à 95% du non-verbal. C'est tout des regards, des signaux, des tons de voix, etc., etc., hein, qui montrent à l'enfant là où on va, là où on ne va pas, comment on fait, comment on ne fait pas. Hein. Du coup, je ne sais plus ce que... Un enfant de 2 ans, égalité. Oui. Et comme nous, les logiques qui nous semblent, qui s'imposent à nous, sont les logiques aristotéliciennes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être semblable et différent à la fois. Alors, bien sûr qu'on est égaux, mais on est dissemblables. Nous avons des devoirs vis-à-vis d'eux qu'ils n'ont pas vis-à-vis de nous. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas d'éducation sans contrainte. Les contraintes ne sont plus les mêmes que celles que nous avons vécues, mais les non négociables ne doivent jamais être négociés. C'est-à-dire il y a peu de contraintes en quantité, parce qu'on n'a jamais trouvé plus de 3, 4, 5 non négociables, jamais plus, il n'y en a pas besoin de plus. Hein, c'est juste la matrice qui va permettre à l'enfant d'apprendre à réguler ses émotions et à inhiber son agressivité. Et ça marche très bien. Hein. Donc le problème des jeunes parents, c'est celui-là. Ils sont complètement perturbés par ces signaux-là qui inhibent leurs compétences éducatives. Donc c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que les parents d'aujourd'hui sont des parents inquiets, et un parent inquiet est un parent inquiétant. Le problème des humains, c'est que, comme ils sont très pauvres en instinct, c'est les animaux les plus pauvres en instinct, les humains, ils ont perdu le nord. Hein, les hirondelles, je pense à un philosophe qui raconte ça comme ça. Les hirondelles, elles ne se posent jamais de questions quand c'est l'heure de partir vers le sud. Elles savent partir vers le sud et elles savent où est le sud. Nous, on a perdu le nord, on ne sait jamais ce qu'on doit faire quand on doit le faire. Et on a remplacé les instincts par des habitudes. Et le problème, c'est qu'on vit nos habitudes comme des instincts. D'où l'énorme difficulté qu'on a à changer d'habitude. Parce que changer d'habitude, c'est comme si on s'arrachait quelque chose au corps, quoi. Hein. Vous voyez les difficultés que les couples qui vous arrivent, les familles qui vous arrivent, et nous-mêmes avons à changer nos habitudes, quoi. Et là, pour les jeunes parents, c'est compliqué d'avoir à se dire, certes, il est mon égal par principe, mais certes, j'ai des devoirs de contrainte vis-à-vis de lui. Puis il y a la question éthique que vous avez bien abordée aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une vision encore morale extérieure et donc d'imposition, alors que, peut-être pour reprendre ce que disait Nathalie, la question de la responsabilité, qui est une histoire, c'est-à-dire que la loi s'impose aux parents, quoi, l'autorité parentale, avant de s'imposer à l'enfant. C'est pour ça que je parle aux parents d'abord là-dessus. Oui. Hein, sachant qu'aujourd'hui, en médiation, il est clair que les adolescents sont des acteurs centraux. On ne peut plus les exclure de l'opération de médiation. Et je peux vous dire qu'ils peuvent vous rendre de grands services. Il y a des ados aujourd'hui qui emmènent leurs parents en médiation, par exemple. Évidemment. Et ça c'est un peu nouveau. Ils ont des choses à dire et ils sont souvent très pertinents. Et ils vous mâchent le boulot, hein, les ados. Hein, si vous voulez accepter ça, quoi, hein. Si vous acceptez de leur aménager un espace de parole et accepter de vous pousser à l'intelligence avec eux. Est-ce que ça vous arrive de faire des interventions à l'Assemblée nationale? Non.
Non. Non, je suis désolé. Oui, parce que la place, enfin, les institutions, enfin, parce que là, en vous écoutant, je me disais, il y a quand même un gros travail à faire, et je pense que ça va être ça l'idée aussi pour nous en médiation familiale, de s'interroger sur quel cadre on garantit aux adolescents quand on les accueille, c'est-à-dire à la fois de leur donner cette place dont vous parlez, mais en même temps de garantir aussi une forme de protection. Parce que moi, j'ai en tête des situations où adolescents ou enfants, de mon point de vue, ne sont pas du tout protégés. Enfin, leur parole est très, très utilisée par et les parents et les institutions. Je peux prendre un exemple, là, parce qu'en ce moment, voilà, je l'ai en tête. Une situation où il s'agit d'un enfant de 4 ans et demi qui est tiraillé, enfin que deux couples se déchirent d'une certaine manière. Donc il y a vraiment sa parole, on lui demande, chaque parent demande un petit peu que cet enfant choisisse quel est le vrai, voilà, quels sont ses vrais parents. Elle a 4 ans et demi, donc bon voilà. Il y a une mesure d'AEMO avec une éducatrice qui est très très investie dans cette mesure et qui elle aussi demande à l'enfant de lui dire qu'est-ce que t'as dit maman, qu'est-ce que t'as dit l'autre maman, etc. Enfin, moi j'entends voilà, beaucoup que la parole de cet enfant est utilisée d'une certaine manière, et puis le magistrat qui aussi lui dit c'est important d'entendre la parole de l'enfant. Donc si vous voulez, je crois que nous on a vraiment, en tout cas moi en tant que médiatrice familiale, j'ai vraiment besoin de réfléchir très sérieusement à qu'est-ce que c'est qu'accueillir un enfant ou un adolescent, et peut-être que c'est très différent aussi dans la médiation de ses parents, Oui, parce que à mon avis, oui. Voilà, parce que l'accueil, qu'est-ce que c'est qu'accueillir la parole d'un enfant quand même dans un moment, je me dirais, les collègues, où je trouve que les institutions sont assez paumées sur justement qu'est-ce qu'on fait de la parole de l'enfant. Donc voilà, donc d'où à la fois mon enthousiasme en vous entendant dire combien c'est intéressant de réfléchir sur un mode égalitaire, et en même temps ce travers que je perçois quand même dans les institutions, je vais le dire comme ça un peu de manière générale, où cet égalitarisme est traité comme une confusion. Enfin, il y a de la confusion dans l'égalitarisme. Oui, bien sûr, évidemment, oui. La première chose, c'est que le cadre d'aujourd'hui, accueillir, protéger, rassurer, contenir, etc., il est vécu comme ça ressemble à de la posture maternelle. Il est vécu comme du laxisme. Il suffit d'être laxiste. Alors que ce sont, de la même manière que le cadre à l'ancienne, chaque terme correspond à un acte éducatif. Interdire, soumettre, etc. Tout ça étaient des actes éducatifs. Ça aussi, ce sont des actes éducatifs, mais on ne sait pas lesquels. Moi, qui travaille... à l'heure actuelle, je travaille beaucoup plus dans l'univers de l'éducation spécialisée, qui nage la brasse coulée aussi, évidemment, autour, et on a construit un modèle qu'on appelle sociothérapeutique, en hommage à Bateson, d'ailleurs, et on travaille sur ces outils-là, parce que ce sont des outils. Comment on protège ? Concrètement, comment on protège ? D'abord, on protège contre nos propres signaux de menace, et ensuite on protège contre les signaux de menace environnants. Comment on rassure ? En étant suffisamment efficace dans notre manière de les protéger de la violence environnante. Comment on contient ? En travaillant nos capacités émotionnelles de telle manière qu'on peut accueillir l'émotion de l'autre sans la prendre en pleine poire et déborder nous-mêmes. Donc tout ça sont des outils auxquels on peut s'entraîner. Ça fait maintenant près de 10 ans qu'on travaille avec des équipes éducatives, et les éducs, ils s'y entraînent, ils y trouvent un bénéfice assez rapide, donc ça roule, quoi. Oui, c'était simplement sur cette question de protection. Moi ce que j'ai compris de ce que vous avez pu décliner sur ces actes éducatifs, c'est qu'évidemment la protection ne peut être que première, c'est-à-dire c'est le cadre premier, c'est celui de la protection, parce qu'effectivement il y a cette question de donner confiance, cette question de confiance qui doit s'installer et qui est première en fait aussi dans la relation. Donc le cadre en médiation familiale,
ne peut être que très clair sur qui protège qui. Alors, nous, on a un problème avec ça, c'est que dans notre monde 20e siècle linéaire, on est toujours... il y a toujours une victime et un bourreau. Et on a tendance à vouloir protéger les enfants contre les parents. Mais chaque fois qu'on essaie de protéger les enfants contre les parents, à terme, on n'arrive à rien. Alors, il y a des moments, effectivement, c'est des choses qui m'est arrivé de faire, bien sûr. Hein. Il est clair que quand les parents sont plus en capacité d'accueillir et de protéger leurs enfants, mais au contraire, qu'ils sont extrêmement violents, on protège l'enfant. Mais on n'imagine plus du tout aujourd'hui un travail qui ne soit pas un travail avec toute la famille. C'est-à-dire comment aider les parents à retrouver un certain nombre de compétences, etc. Hein, c'est-à-dire que la machine institutionnelle n'a jamais été plus forte qu'une famille dysfonctionnante. Hein, veut dire, quand on ose faire un peu de statistiques concernant les MEX et les ITEP, vous savez ce que c'est tout ça, les MEX et les ITEP? Par exemple, aujourd'hui, il y a une statistique impressionnante. Il y a près de 30% des gamins qui sortent d'ITEP et qui sont à la rue. À la rue. Donc on a quand même un taux d'inefficacité. Certes, c'est très compliqué. Hein, c'est-à-dire que c'est des situations extrêmement compliquées. Mais on n'abaissera cette statistique qu'avec une culture de travail efficace avec les familles. Quoi. C'est clair. Ah. Il y avait une dernière question. Oui, moi j'avais une question. Pardon ? La dernière, allez, la dernière. Oui, elle est en lien direct par rapport à la décision qu'ont pris les législateurs tout récemment dans le cadre du divorce par consentement mutuel. C'est quelle place est donnée à l'heure actuelle aux enfants, puisque on doit vérifier que l'enfant a été informé, qu'il peut rencontrer, être entendu par le juge. Et il y avait une réflexion toute récente d'un JAF, pour ne pas le citer, Marc Juston, qui disait que, en fin de compte, c'est l'enfant maintenant qui va décider de quel type de divorce il va s'agir pour ses parents. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement complexe là. Oui, alors je dirais là-dessus, bon, on ne va pas développer, mais on est passé de l'enfant victime, ça c'était les belles années du XXe siècle, du dernier tiers du XXe siècle, on va dire. Ça a démarré après la guerre, hein, quand même, hein, l'enfant victime, l'enfant et la femme comme victime. D'où le droit des enfants. D'où le droit des enfants qui a été ficelé d'une manière terriblement lamentable. J'en discutais avec notre collègue tout à l'heure, où effectivement, elle me disait, nous, on se met à travailler sur les droits et les devoirs des enfants. Et c'est d'autant plus important que, en tant que mutants, ils peuvent parfaitement concevoir avoir des devoirs, ne serait-ce que l'éthique et la logique, par exemple. Hein. Et aujourd'hui, on les déteste, les mômes. On est passé, vous savez, on passe de période victimaire à période héroïque. Et là, on est passé dans la période héroïque, c'est une période barbare, hein, dans laquelle les enfants, on les déteste. Il est hors de question de leur faciliter l'existence. Donc sous prétexte de loi les favorisant, on les met dans des situations impossibles. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, la détestation qu'on a de ces petits mutants, elle transpire de partout. Hein. Bon voilà, c'est l'heure d'aller manger.